Eh bien, je vais commencer. Mesdames, messieurs les jurys, mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ma thèse sur l'apprentissage moteur chez les personnes jeunes et âgées, effet de l'imagerie motrice et de la stimulation transcrânienne à courant continu. Les chiffres concernant le vieillissement de la population montrent que d'ici à 2040, un quart de celle-ci sera composé de personnes âgées de plus de 65 ans. Et à cet âge-là, vous pouvez vous imaginer vivre encore 20 ans pour les femmes et 15 ans pour les hommes. Le processus de vieillissement est un processus qui affecte tous les systèmes de l'organisme, et notamment le système nerveux, qui connaît des changements structuraux et fonctionnels avec l'âge, qui vont altérer graduellement les fonctions cognitives, motrices et perceptives, qui vont influencer de manière délétère l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées. Le vrai défi aujourd'hui est la promotion du vieillissement en bonne santé. Et à 65 ans, vous pouvez espérer encore vivre 13 ans pour les femmes et 11 ans pour les hommes sans incapacité. Dans cette quête de bien vieillir, être physiquement actif est important et il faut continuer de préserver les habiletés motrices fondamentales, manuelles, capacité à saisir, à manipuler des objets, et corporelles, se déplacer, rester debout, faire demi-tour. Et finalement, à tout âge, il est important d'apprendre et de réapprendre des mouvements. L'apprentissage moteur est une des entrées de la mémoire procédurale, qui est une mémoire à long terme que l'on appelle aussi la mémoire des savoir-faire. Ce travail de thèse s'est uniquement intéressé à l'apprentissage de séquences motrices, qui est un type d'apprentissage qui est associé à une plasticité cérébrale au niveau du cortex moteur primaire M1 et plus particulièrement au niveau des réseaux cortico-striatal et cortico-cérébelleux. Cet apprentissage implique l'intégration de mouvements qui sont initialement des mouvements séparés en une séquence de mouvements qui va être unifiée et coordonnée avec la pratique. Il est notamment évalué par des paradigmes expérimentaux de sequential finger tapping que l'on nommera SFTT durant le reste de cette présentation. Il s'agit de tâches de mouvement des doigts où une séquence mémorisée et connue à l'avance va être répétée avec un ou plusieurs doigts sur un clavier. Les participants doivent alors répéter cette séquence le plus de fois possible sans erreur dans un intervalle de temps limité. L'apprentissage moteur est composé de plusieurs phases. La phase d'acquisition est la première phase de l'apprentissage qui est dite rapide. Au cours d'une première et unique session d'apprentissage, les performances en ligne vont augmenter rapidement. Puis, une phase de consolidation où la mémoire motrice initialement labile va être transformée en une trace mnésique plus robuste sans autre pratique. Et une phase d'apprentissage plus lente au cours des sessions ultérieures où les progrès vont être plus faibles jusqu'à atteindre un plateau, signe de l'automatisation. La rétention peut être testée à court terme, après la première phase de consolidation, et à plus long terme, après des jours, des semaines, des mois sans pratique. Chez les adultes âgés de plus de 65 ans, les capacités d'apprentissage sont préservées. Même si leurs niveaux de performance initiale et finale sont inférieurs à ceux des sujets jeunes, leur phase d'acquisition et leur phase de rétention à long terme est relativement bien conservée, tandis que la phase de consolidation est dégradée. Le vieillissement altère la neuroplasticité et notamment la capacité de M1 à se réorganiser à l'entraînement moteur. Les courbes d'apprentissage que vous avez ici ont été mises en évidence pour la SFTT et la pratique physique de cette tâche, qui sont la méthode et la tâche les plus couramment utilisées pour évaluer l'apprentissage moteur séquentiel. Mais notre motricité n'est pas uniquement composée de mouvements fins. Nos habiletés motrices peuvent être classées en fines, qui sont des mouvements segmentaires impliquant des actions de manipulation d'objets et plutôt en position assise. Et ils peuvent être aussi classés en mouvements globaux qui sont caractérisés par des mouvements du corps entier et ou multi-articulaires qui font généralement intervenir les muscles squelettiques profonds avec au moins 50% d'implication musculaire globale. Peu d'études se sont intéressées directement à l'apprentissage séquentiel de mouvements impliquant différents effecteurs. Dans cette étude-là, les performances de la SFTT classique, donc impliquant les 4 doigts de la main, ont été comparées à une version adaptée impliquant la paume de la main. Chez les jeunes, les performances augmentent durant l'acquisition et sont identiques entre les deux tâches, avec les carrés blancs pour la tâche classique et les losanges gris pour la tâche adaptée.
Et chez les âgés, il y a aussi une augmentation des performances, mais elles sont inférieures tout au long de l'acquisition par rapport aux jeunes, et elles augmentent davantage pour la tâche réalisée avec la paume de la main par rapport à la tâche classique, soulignant ainsi le déclin de la dextérité motrice fine avec l'âge. Notre équipe s'est récemment intéressée à l'apprentissage séquentiel de mouvements de l'ensemble du corps. Cette tâche, qui a été créée au laboratoire, consiste à répéter une séquence de mouvements des pas, apprise de manière explicite en pointant des cibles alternativement avec le pied droit et le pied gauche sur l'une des 9 cibles disposées sur le tapis. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, cette tâche, elle sollicite des déplacements vers l'avant, vers l'arrière, des transferts de poids et des ajustements posturaux anticipés. La première étude que nous avons publiée en 2020 a démontré que la répétition physique de cette tâche permettait son acquisition, c'est-à-dire une augmentation des performances entre le pré-test et le post-test. Et soit une période d'éveil en noir ou une période de sommeil en bleu permettait de la consolider, donc avec une stabilisation des performances. Mais finalement, peu d'études s'intéressent à l'apprentissage séquentiel de ce type de mouvement et cela n'a jamais été étudié chez des personnes âgées. La nature répétitive de la pratique physique peut entraîner de la fatigue et voire même des blessures, en particulier chez un public âgé. L'imagerie motrice est un processus dynamique au cours duquel un mouvement est mentalement simulé sans être physiquement exécuté. Elle peut être aussi utilisée comme méthode d'apprentissage et favorise la plasticité cérébrale. Des études en IRM ont révélé la création de plusieurs régions cérébrales communes entre l'imagerie et l'exécution. Ces chevauchements d'activation que vous pouvez voir en bleu sont interprétés comme une équivalence fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des processus neurophysiologiques sous-jacents similaires aux deux méthodes. Dans ce travail de thèse, nous nous centrons uniquement sur l'imagerie explicite, c'est-à-dire quand l'action imaginée est générée de manière intentionnelle. Lorsque vous imaginez un mouvement, vous pouvez visualiser mentalement les images du mouvement, c'est-à-dire que vous pouvez vous représenter le mouvement à partir de vos propres informations visuelles. C'est ce qu'on appelle l'imagerie visuelle, mais vous pouvez aussi imaginer le mouvement à partir des sensations inhérentes au mouvement, c'est-à-dire à partir des contractions, étirements, tensions musculaires que vous ressentez lorsque vous faites physiquement le mouvement. C'est ce qu'on appelle l'imagerie kinesthésique. Mais finalement, comment savoir si vous imaginez vraiment le mouvement ? Il y a plusieurs indices qui permettent d'évaluer le travail d'imagerie. Il y a les mesures psychométriques sur la vivacité de l'imagerie, c'est-à-dire sur la clarté des images et l'intensité des sensations perçues lors du mouvement imaginé. Il y a des mesures comportementales avec les mesures de chronométrie mentale, où l'on vient comparer et contrôler le temps du mouvement effectué physiquement avec le temps du mouvement effectué mentalement. Puis, il y a l'enregistrement de corrélats neurophysiologiques. L'augmentation de l'excitabilité des neurones corticaux produit un EEG dit désynchronisé, ce qui se traduit par une diminution de l'amplitude des oscillations. Ainsi, la désynchronisation du rythme mu, qui est un rythme qu'on enregistre au niveau du cortex sensorimoteur et qui est compris dans la bande de fréquence alpha, est une signature neuronale qui a été mise en évidence lors de l'imagerie et la pratique physique de différentes tâches. Avec l'âge, ces marqueurs et les capacités des personnes âgées à imaginer des mouvements sont préservés. Et enfin, chez des personnes jeunes et âgées, la pratique de l'imagerie motrice, qui est la répétition d'une action imaginée dans le but d'un entraînement, au cours d'une ou plusieurs sessions, ont montré des améliorations de la performance de différentes tâches motrices, et elle est plus efficace qu'aucun entraînement, mais reste moins efficace que la pratique physique. L'autre technique connue pour améliorer les apprentissages moteurs est la stimulation transcrânienne à courant continu, que l'on nommera STCC. Donc c'est un outil de stimulation du cortex qui consiste à envoyer un faible courant entre deux électrodes à la surface du scalp, et une stimulation anodale est excitatrice. À court terme, elle vient modifier l'activité de la région cérébrale cible en venant abaisser l'intensité liminaire du seuil de déclenchement des neurones.
et à plus long terme, après la stimulation, les effets impliquent davantage des modifications synaptiques. La dose de la STCC appliquée dépend de la densité de courant, qui est l'intensité du courant multipliée par la taille des électrodes, ainsi que la durée de la stimulation. Pour les différents paramètres que vous avez ici, il a été montré qu'une session ou que plusieurs sessions de stimulation anodale appliquées sur M1, en même temps que la pratique physique, permettait d'améliorer à la fois des paramètres neurophysiologiques, mais aussi des paramètres comportementaux durant l'acquisition, la consolidation et la rétention, à la fois chez des sujets jeunes, mais aussi chez des sujets âgés. Comme l'imagerie active des réseaux cérébraux impliquant M1 et que la STCC anodale en améliore son excitabilité, leur combinaison pourrait être avantageux pour améliorer l'apprentissage séquentiel. Le peu d'études qui ont couplé ces deux méthodes ont montré un effet positif d'une STCC anodale combinée à une seule session d'imagerie motrice d'une tâche d'écriture, d'une SFTT ou à plusieurs sessions d'imagerie d'une tâche de temps de réaction. Mais cette approche reste novatrice et n'a pas encore été testée dans l'apprentissage séquentiel explicite de tâches de mouvement de motricité fine ou de motricité globale et ou chez des personnes âgées. L'objectif général de cette thèse était d'optimiser et de maintenir l'apprentissage séquentiel de mouvements fins et de mouvements globaux chez des personnes jeunes et des personnes âgées en évaluant l'efficacité de deux approches, la pratique d'imagerie motrice et la STCC. Dans un premier axe, nous avons tenté d'élargir les connaissances existantes de l'apprentissage séquentiel des mouvements fins vers les mouvements globaux, avec pour objectif principal de généraliser un modèle d'apprentissage à des tâches séquentielles sollicitant l'ensemble du corps, apprises par pratique physique, par imagerie motrice chez des individus jeunes et des individus âgés. Dans un deuxième axe, nous avons questionné les effets de la pratique d'imagerie motrice réalisée sur une ou plusieurs sessions, comparativement et ou en combinaison avec la pratique physique. Et enfin, dans le dernier et troisième axe, nous avons étudié l'interaction entre la STCC et le type d'apprentissage, physique ou imaginé. Plus précisément, l'objectif était de comprendre les effets de cette stimulation appliquée sur M1 pendant ou après l'apprentissage séquentiel de mouvements fins et de mouvements globaux. La première étude, META, avait pour objectif de comparer l'acquisition et la consolidation de séquences motrices impliquant différentes parties du corps. Pour cela, à partir de la SFTT, donc la tâche unimanuelle classique impliquant les 4 doigts de la main, nous avons adapté 3 tâches. La tâche bidigitale, impliquant la réalisation d'une séquence de mouvements en pointant alternativement l'index droit et l'index gauche sur l'une des 9 cibles ici en rouge sur le pavé numérique. Une tâche bimanuelle impliquant la réalisation d'une séquence de mouvements en pointant alternativement avec la main gauche et la main droite l'une des 9 cibles disposées sur le tapis instrumentalisé. Et puis la tâche bipodale impliquant les pieds, qui est la même tâche que je vous ai présentée en introduction, qui implique la réalisation d'une séquence de pas en alternant le pointage pied droit et le pointage pied gauche. Les 20 participants inclus ont effectué une tâche par jour. Et le schéma d'organisation que je vais vous présenter, il est identique pour les 4 sessions des participants, mais c'est surtout le même protocole qui a été appliqué durant toutes les études de ma thèse. Donc il comprend une première session qui est composée d'une phase d'encodage où les participants répétaient la séquence 3 à 5 fois de suite sans erreur pour la mémoriser. Et une fois mémorisée, il y avait une phase de pré-test, un entraînement et un post-test. Cette première session était suivie d'une réévaluation au moins 6 heures après l'entraînement initial lors d'un retest nous permettant d'évaluer la consolidation. Sur les tests et l'entraînement, les participants devaient répéter la séquence de mouvements apprise le plus rapidement possible sans erreur durant des blocs de 30 secondes. Cette consigne, elle implique un compromis entre la vitesse et la précision, demandant que chacun trouve le meilleur compromis entre aller vite et pointer les bonnes cibles. Les performances étaient évaluées par le nombre de touches ou d'appuis corrects au cours des tests.
Ici, pour la tâche bidigitale en bleu, la bimanuelle en orange, la SFTT en grise et la bipodale en jaune, il n'y avait aucune différence au pré-test. Et pour toutes ces tâches étudiées, le nombre de touches correctes augmentait rapidement au cours de la session de pratique. Donc démontrant une augmentation des performances avec une acquisition en ligne. Et sans pratique additionnelle, les performances se stabilisaient après une période d'éveil de 6 heures, témoignant d'une consolidation hors ligne. Donc ensemble, ces premiers résultats confirment les données de la littérature existante avec une augmentation des performances lors de l'acquisition et une stabilisation des performances lors de la consolidation. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, les performances initiales et finales sont différentes, ainsi que les vitesses d'apprentissage, puisque les performances augmentaient davantage pour la tâche bidigitale en bleu par rapport à la tâche bipodale en jaune. Ces différences, elles pourraient être expliquées par les caractéristiques liées aux tâches elles-mêmes. Et pour les contrôler, nous avons réalisé une deuxième analyse en normalisant les performances avec un indice de difficulté issu de la loi de Fitt. Cela nous permettait de prendre en considération la taille des cibles et la distance parcourue par les effecteurs pour les 3 tâches bi-effecteurs, la tâche bidigitale, bimanuelle et bipodale. Avec cette nouvelle analyse, nous retrouvons un effet test. Peu importe la tâche, nous avions toujours une augmentation des performances entre le pré-test et le post-test. Puis, nous avions également un effet tâche. Les performances de la tâche bimanuelle étaient supérieures à celles de la tâche bipodale. Et les performances de ces 2 tâches étaient elles-mêmes supérieures aux performances de la tâche bidigitale. Pour les 2 tâches impliquant une motricité plus globale, ce qui est intéressant, c'est que malgré la normalisation, les performances de la tâche bipodale restent plus basses que celles de la tâche bimanuelle. Donc cela suggère que cette tâche, elle présente des difficultés supplémentaires à la tâche bimanuelle dans l'apprentissage, et d'autres facteurs, comme le contrôle postural, pourraient rentrer en jeu dans l'apprentissage. En résumé, cette étude a mis en évidence que les processus d'apprentissage moteur de la SFTT peuvent être généralisés à l'apprentissage de d'autres tâches séquentielles impliquant d'autres effecteurs. Ces résultats, ils encouragent l'exploration de ces nouvelles tâches dans d'autres contextes d'apprentissage, tels que l'utilisation de l'imagerie motrice ou auprès d'autres publics. Et puis, il a été montré au cours d'un apprentissage séquentiel que 2 types de représentations émergent. Une représentation spatiale, basée sur l'objectif du mouvement, allait pointer les bonnes cibles, et une représentation motrice, basée sur le mouvement en soi, quel est le déplacement, la coordination de mes effecteurs pour aller pointer ces cibles. Ces représentations, elles sont présentes lors de l'apprentissage de tâches de motricité fine, mais elles ont été plus rarement étudiées lors de l'apprentissage de tâches de motricité globale, et l'émergence de ces 2 représentations, suite à la pratique d'imagerie dans le contexte de tâches sollicitant l'ensemble du corps, n'a jamais fait l'objet d'études approfondies. Donc ainsi, l'objectif de l'étude 2 était d'évaluer l'effet de la pratique physique et la pratique d'imagerie motrice sur les processus d'acquisition et de consolidation de l'apprentissage séquentiel de la tâche bipodale. Dans cette étude, les participants devaient réaliser une séquence de 8 pas, ici en bas en rouge, et les performances basées sur les objectifs du mouvement étaient évaluées par le nombre d'appuis plantaires corrects. Pour évaluer la performance basée sur les mouvements, les participants étaient équipés de marqueurs au niveau du bassin, ce qui nous permettait de suivre la cinématique et son déplacement au cours de la tâche. 76 participants jeunes ont été inclus, et entre un pré-test et un post-test, les participants se sont entraînés physiquement pour le groupe de pratique physique, mentalement pour le groupe PIM, ou ne se sont pas entraînés pour le groupe contrôle. Ensuite, les performances ont été réévaluées et retestées, soit après une période de sommeil, soit après une période d'éveil. Le graphique ici représente notre variable d'intérêt, le nombre d'appuis plantaires corrects en fonction du test. En beige, ce sont les performances pour le groupe contrôle, en jaune, celles du groupe PIM, et en bleu, celles du groupe PP. Les cercles, ce sont les participants qui ont une période de sommeil pendant la consolidation, et les losanges, les participants qui ont une période d'éveil durant la consolidation. Les résultats indiquent qu'à la fois les groupes d'imagerie motrice,
les groupes de pratique physique et le groupe contrôle-éveil ont amélioré leur nombre d'appuis plantaires réalisés entre le pré-test et le post-test. Les performances se sont ensuite améliorées uniquement après une nuit de sommeil pour le groupe d'imagerie avec le trait en pointillé jaune. Pour évaluer la performance basée sur le mouvement, le barycentre des trajectoires des 4 marqueurs pelviens a été calculé et la distance parcourue par le centre du pelvis a diminué entre le pré-test et le post-test durant l'acquisition pour les groupes de pratique physique et d'imagerie, donc diminution traduisant une amélioration des performances, et celle-ci a continué de diminuer après une nuit de sommeil pour le groupe d'imagerie nuit. Les résultats majeurs de cette étude montrent qu'une seule session de pratique d'imagerie ou de pratique physique sur la tâche bipodale a entraîné des gains en ligne et une stabilisation hors ligne, conformément à ce qui avait été retrouvé dans la première étude de Freitas et collaborateurs. Il montre pour la première fois une progression simultanée des 2 représentations basées sur les objectifs du mouvement et sur le mouvement lui-même. Notons que parfois, le groupe contrôle montre des progrès et n'est pas statistiquement différent du groupe d'imagerie. Enfin, puisque cette tâche, elle sollicite des régulations posturales anticipées et plus globalement l'équilibre dynamique qui est une fonction déclinante chez les personnes âgées, il serait intéressant d'étudier cette tâche chez ce public. L'objectif de la 3e étude, l'étude STEAM, était d'examiner l'effet d'une STCC anodale combinée à la pratique d'imagerie sur l'apprentissage d'une SFTT chez des personnes âgées. Les participants ont réalisé 3 sessions consécutives d'apprentissage et une session de rétention une semaine plus tard. Entre le pré-test et le post-test physique de la séquence, les participants ont répété mentalement la SFTT avec la main gauche et conjointement, ils ont soit reçu une STCC anodale de 1,5 mA sur M1, soit une STCC placebo. Les résultats montrent que le nombre de touches justes augmente durant la première session et durant la 2e session avec des gains en ligne de 30 et 18% respectivement. On a également une rétention des performances avec une stabilisation du nombre de touches correctes entre la session 3 et la session 4 évaluée une semaine plus tard. Mais aucun effet de la STCC n'a été trouvé. En résumé, cette étude a montré un effet positif de la pratique d'imagerie motrice en multisession. En revanche, il est important de noter qu'il n'y avait aucun effet de la STCC, ce qui nous a interrogés sur le moment opportun de la stimulation. Donc, des études ont montré que stimuler pendant la consolidation, juste après l'acquisition d'une SFTT, permettait d'améliorer la phase de consolidation, à la fois chez des sujets jeunes, mais aussi des sujets âgés. Donc, stimuler à ce moment-là est une perspective intéressante. L'étude 4 avait pour objectif d'évaluer la désynchronisation du rythme mu, donc qui est enregistré au niveau du cortex sensorimoteur, en réponse à la pratique d'imagerie motrice ou la pratique physique d'une SFTT réalisée avec la main droite ou en réponse à une tâche contrôle réalisée avec la main gauche. Dans la condition d'imagerie, tous les participants inclus devaient imaginer une SFTT avec la main droite. Et pour s'assurer que le nombre de mouvements effectués mentalement est proche de celui effectué physiquement et contrôler l'isochronie entre l'imagerie et la pratique physique, certains protocoles, comme nos protocoles, demandent aux participants d'appuyer sur un pavé numérique avec la main opposée à la main qui réalise la séquence imaginée. Donc ici, les participants devaient réaliser mentalement la séquence avec la main droite et appuyer avec l'index gauche sur le pavé numérique. Lors de cette condition, nous nous attendions à avoir une désynchronisation plus importante au niveau du cortex contralatéral à la SFTT imaginée, donc c'est-à-dire au niveau de l'électrode C3. Dans la condition de pratique physique, les participants réalisaient la SFTT avec la main droite et appuyaient sur le pavé numérique avec l'index gauche, comme lors de la tâche imaginée. Ici, nous attendions aussi à une désynchronisation importante au niveau de l'électrode C3, le cortex contralatéral à la SFTT pratiquée physiquement.
Enfin, dans une condition contrôle par lesquelles les participants ont commencé, ils devaient juste appuyer sur le bouton avec l'index gauche. Ici, nous attendions à observer une désynchronisation au niveau du cortex contralatéral à la tâche contrôle, donc c'est-à-dire au niveau de l'électrode C4. Et cette condition, elle nous permettait aussi de déterminer si ce simple mouvement physique pouvait venir interférer avec la signature neuronale enregistrée lors de l'imagerie et la pratique physique. Pour chacune de ces conditions, la désynchronisation a été évaluée en pourcentage à partir de la densité spectrale durant une période de repos et durant les périodes de la tâche, contrôle, imagerie ou pratique physique. Un pourcentage inférieur à 0 indique une désynchronisation et un pourcentage supérieur à 0 indique une synchronisation. Pour l'électrode C3, les analyses de statistiques montrent un effet condition. Par rapport à la tâche contrôle, la désynchronisation était plus importante durant la pratique d'imagerie motrice et la pratique physique. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aucune différence entre ces conditions n'est observée, démontrant que pour cette tâche et chez des sujets jeunes, il y a une équivalence de signature neuronale de la désynchronisation du rythme mu. Et cela nous permettait d'avoir aussi une référence à partir de laquelle nous pourrons comparer les signatures EEG enregistrées durant l'étude 5 chez des personnes âgées. Puis, cette étude nous a également permis méthodologiquement de valider que le simple appui de la touche réalisée avec la main gauche entre chaque séquence réalisée ne perturbait pas les signatures de désynchronisation de l'imagerie et de la pratique physique. Avant de présenter l'étude 5, refaisons un point contextuel. Donc, nous avons vu que chez les personnes âgées, une seule session d'imagerie permettait de stabiliser les performances de différentes tâches motrices. Mais si l'imagerie améliore la plupart du temps les performances, les progrès les plus nets sont associés à la pratique physique. Chez ce public, Borasbeck et collaborateurs ont montré que lors de plusieurs sessions d'apprentissage d'une SFTT, la combinaison PIM plus PP permettait d'améliorer les performances de manière plus importante que l'imagerie seule. Et ce qui est intéressant, c'est que cette combinaison conduisait à la même amélioration que celle induite par l'entraînement physique seul. L'objectif de l'étude via STEAM était alors de déterminer si une PIM plus PP favorisait l'acquisition d'une tâche de séquence des doigts et d'une tâche de séquence du corps entier par rapport à une pratique physique seule, à une imagerie seule ou aucun entraînement. De plus, nous avons vu que la stimulation anodale post-apprentissage sur M1 était une perspective intéressante pour améliorer la phase de consolidation, phase qui est altérée chez les personnes âgées. Le deuxième objectif était de tester si une STCC anodale de M1 favorisait la consolidation d'une séquence de mouvements des doigts et d'une séquence de mouvements corps entier par rapport à une STCC placebo. Pour cette étude, nous avons inclus 108 personnes âgées entre 65 et 80 ans en bonne santé générale qui ont été randomisées parmi les 7 conditions. Tous les participants ont réalisé 2 sessions expérimentales à environ 1 semaine d'intervalle, avec une session d'apprentissage pour la SFTT, puis une session d'apprentissage pour la tâche bipodale. Les 2 sessions expérimentales étaient identiques. Elles comportaient un pré-test où les participants devaient répéter physiquement la séquence le plus de fois possible sans erreur durant 2 blocs de 30 secondes. Puis, les participants du groupe pratique physique répétaient avec les mêmes consignes cette séquence sur 12 blocs de 30 secondes. Ceux du groupe d'imagerie répétaient durant le même nombre de blocs la séquence mentalement. Et ceux du groupe de combinaison des deux commençaient par 6 blocs en imagerie, puis 6 blocs en pratique physique. Pendant ce même laps de temps de l'entraînement de ces 3 groupes, le groupe contrôle réalisait de la lecture. Enfin, tous les participants effectuaient un post-test dans les mêmes conditions que le pré-test. Puis, chacun des groupes de pratique était redivisé en 2. Un groupe recevant une stimulation anodale sur M1 à une intensité de 1 mA pendant 15 minutes, ou un groupe recevant une STCC placebo. Puis tous les participants ont été retestés lors de la 2e session qui avait lieu environ 6 heures après la fin de la première session. L'objectif 1 est pour la SFTT, nous avons montré que,
Entre le pré-test et le post-test, tous les groupes ont augmenté leur performance. Et on a un effet d'interaction avec le groupe PP en bleu et le groupe PIM plus PP en vert qui ont davantage augmenté leur nombre de touches justes par rapport au groupe contrôle en beige et le groupe d'imagerie en jaune. Concernant la tâche bipodale, les groupes d'imagerie motrice, de combinaison des deux et de pratique physique ont augmenté leur performance, toujours avec un effet d'interaction. Les groupes PP et PIM plus PP ont davantage augmenté leur nombre d'appuis plantaires corrects entre le pré-test et le post-test. Et enfin, concernant notre variable sur la distance parcourue par le centre du pelvis, cette fois-ci, nous avions une amélioration de cette variable, donc une diminution de la distance pour les groupes PIM plus PP et PP. Donc, dans l'ensemble, nous avons démontré que cette combinaison PIM plus PP avait effectivement un effet positif sur l'apprentissage et l'acquisition des deux tâches séquentielles étudiées. Avec la SFTT, ces résultats, ils confirment et ils étendent les résultats obtenus sur l'avantage de combiner sur une seule session, ce qui avait été montré sur plusieurs sessions. Et pour la tâche bipodale, ces résultats montrent pour la première fois l'avantage d'une combinaison sur une seule session chez des personnes âgées. Puis, dans ces conditions d'apprentissage spécifiques, pour la tâche bipodale, nous avons montré un effet positif de l'imagerie par rapport au groupe contrôle avec des gains supplémentaires. Par contre, cet avantage ne s'est pas retrouvé pour la SFTT puisque les gains étaient similaires entre les groupes d'imagerie et les groupes contrôle. Ensuite, pour répondre au deuxième objectif qui était d'évaluer l'impact de la STCC sur la consolidation, nous avons étudié le nombre de touches ou d'appuis plantaires corrects entre le post-test et le retest, en fonction du groupe, PIM plus PP, PIM et PP, et en fonction du type de stimulation reçue, anodale ou placebo. Aucun effet de la STCC, ni aucune interaction impliquant la STCC n'ont été retrouvés. Nous avons observé un effet d'interaction entre le groupe de pratique et le test. Peu importe le type de stimulation reçue, le nombre de touches justes a diminué pour les groupes PIM plus PP et PP et est resté stable pour le groupe d'imagerie seul. Concernant le nombre d'appuis plantaires, aucun effet de la STCC seul n'a été observé et le nombre d'appuis plantaires a diminué entre le post-test et le retest pour le groupe de pratique physique seulement. Donc dans l'ensemble, la STCC n'a pas permis de compenser les déficits de consolidation observés chez les personnes âgées, résultat qui est contraire à ce qui avait été montré dans l'étude de Rumst et collaborateurs, et nos protocoles étaient similaires. La seule différence est que la moyenne d'âge de leurs participants était de 65 ans, alors que la moyenne d'âge de nos participants était de 72 ans, ce qui pose question sur l'influence de la STCC sur un cerveau plus âgé. Puis, ces résultats confirment aussi que la phase de consolidation est altérée chez les personnes âgées lorsqu'elles apprennent des tâches par répétition physique, avec des nettes réductions des performances après 6 heures de consolidation sur une période d'éveil. Pour discuter et mettre en perspective les résultats de cette thèse, revenons sur les 3 axes de travail définis. Donc, le premier axe visait à généraliser le modèle d'apprentissage classique de la SFTT à des tâches séquentielles sollicitant l'ensemble du corps et ainsi étudier l'apprentissage moteur fin versus global. Sur cette nouvelle tâche, la tâche bipodale, chez les jeunes, nous avons observé un profil constant et reproductible avec une amélioration en ligne et des gains aux alentours de 60%. Nous avions également un profil de consolidation avec une stabilisation hors ligne dans la journée. Chez les personnes âgées, premièrement et conformément à ce qui est retrouvé dans la littérature pour la tâche de SFTT, les performances initiales et finales étaient inférieures sur la tâche bipodale par rapport aux performances de la tâche bipodale des sujets jeunes. De manière positive, les personnes âgées sont toujours capables d'apprendre cette tâche avec des gains en ligne sur la tâche bipodale qui sont aux alentours de 59% et qui sont relativement similaires à ceux des jeunes. Donc, cela indiquerait que la capacité d'apprentissage est préservée pour cette tâche spécifique. Mais la phase de consolidation est largement altérée par le vieillissement et après 6 heures de période d'éveil, les performances ont largement diminué. Donc ces résultats, ils renforcent l'importance de faire face au défi de la perte de mémoire motrice chez les personnes âgées
Il est important de continuer les recherches afin d'adopter des stratégies et d'autres méthodes qui favoriseraient la consolidation, comme par exemple l'utilisation de protocoles multisessions et ou l'utilisation de l'imagerie motrice. Le deuxième axe de travail portait sur les effets de la pratique d'imagerie motrice sur l'apprentissage des 2 tâches séquentielles étudiées. Sur une seule session, nos études ont montré que l'imagerie seule, finalement, n'était pas toujours bénéfique. Si parfois les gains obtenus étaient supérieurs à ceux du groupe contrôle, dans d'autres cas, il n'y avait pas de différence entre aucun entraînement et l'entraînement en imagerie. Donc, comment expliquer que l'entraînement mental n'induit pas toujours des bénéfices, alors qu'il y a des preuves dans la littérature de l'efficacité d'un entraînement pour améliorer les performances? Il faut d'abord souligner la grande variabilité des résultats dans nos études, notamment chez les personnes âgées. Donc, une première hypothèse sur l'absence d'effet de la pratique d'imagerie concerne la quantité de pratique. Si la moyenne du nombre de séquences imaginées sur les 12 blocs d'entraînement était aux alentours de 67 séquences imaginées et supérieure au seuil de recommandation de 30 essais pour avoir des effets positifs, eh bien ce nombre y variait de 4 à 109 séquences imaginées. Donc comme c'est un facteur pour améliorer les performances, fixer le nombre de répétitions ou faire des analyses en sous-groupe en fonction du nombre de répétitions en classant les participants en bons ou mauvais imageurs, à partir de ce seuil-là, pourrait être envisagé. Ensuite, basé sur l'étude de Freitas et collaborateurs qui avait montré un effet positif de l'imagerie sur la tâche bipodale, nous avons fixé la durée totale de l'entraînement à 13 minutes, ce qui est supérieur aux 10 minutes recommandées pour avoir un effet positif de l'imagerie. Mais finalement, il n'y avait que 6 minutes de travail effectif sur nos entraînements. Et les études récentes démontrant des bénéfices de la pratique d'imagerie chez des personnes âgées ont un travail effectif d'imagerie aux alentours de 15 à 20 minutes. En plus de s'intéresser à la quantité de pratique, qui est un facteur essentiel pour améliorer l'apprentissage, eh bien, les futures recherches devraient aussi s'intéresser à la qualité de la pratique en mesurant à la fois l'imagerie de manière subjective et objective. Plusieurs alternatives efficaces peuvent être envisagées pour améliorer et booster les effets de la pratique d'imagerie. Donc, premièrement, répartir les entraînements sur plusieurs sessions est plus avantageux qu'une seule session, puisque nous avons montré que les gains cumulés sur 3 sessions consécutives étaient plus importantes que sur une seule session. L'avantage de la multisession est aussi sur la mémorisation de la séquence, puisque nous avons montré qu'une semaine plus tard, les performances étaient restées stables. Et cela a des implications directes pour les protocoles de rééducation qui se déroulent souvent sur plusieurs jours. Une deuxième alternative serait de combiner la pratique d'imagerie motrice avec la pratique physique pour améliorer les performances comportementales. Nous avons montré que cette combinaison était plus efficace que la pratique d'imagerie seule, mais surtout qu'elle était aussi efficace pour acquérir une tâche de mouvement des doigts et une tâche sollicitant l'ensemble du corps chez les personnes âgées, donc aussi efficace que la pratique physique, pardon. Si la pratique d'imagerie, elle permet de diminuer le nombre de répétitions physiques, ce qui peut réduire les effets secondaires tels que la fatigue ou les douleurs liées au vieillissement. Ben finalement, si les personnes âgées elles sont toujours en capacité d'effectuer physiquement le mouvement, il est préférable de l'effectuer pour éviter le cercle vicieux du déconditionnement. Et cette approche de combinaison PIM plus PP, elle permet à la fois de réduire le nombre de répétitions physiques tout en maximisant les effets de l'imagerie. Donc l'imagerie aurait un effet préparatoire aux performances physiques ultérieures. Enfin, le troisième axe de ce travail de thèse portait sur la compréhension des effets d'une STCC appliquée sur M1 pendant ou après un apprentissage séquentiel explicite, qu'il soit réalisé physiquement ou mentalement. Dans aucune de nos études, nous avons trouvé un effet de la STCC, et ce, peu importe le moment de stimulation. Donc ces résultats, ils s'ajoutent à une littérature récente démontrant un manque d'effet de cette stimulation lorsqu'il est appliqué pendant un entraînement d'imagerie d'une tâche de go-no-go, mais aussi pendant l'entraînement et l'apprentissage par observation. Et puis, ils contredisent aussi en partie les conclusions des études qui montraient que la stimulation pendant la consolidation avait un effet positif sur la phase de consolidation, notamment chez des personnes âgées.
Plusieurs raisons non exhaustives peuvent expliquer cette absence d'effet. Donc premièrement, est-ce que l'intensité de la stimulation appliquée était-elle assez élevée? Nous avons appliqué 1,5 mA pendant la PIM et 1 mA pendant la consolidation. Donc est-ce que cette intensité, elle était suffisante pour favoriser la plasticité cérébrale, notamment chez des personnes âgées? Une étude récente a montré que appliquer une stimulation de 2,3 mA chez des sujets âgés induisait la même distribution de courant qu'une stimulation de 2 mA chez des jeunes. Les futures études devraient alors s'intéresser à exploiter ces pistes de stimulation à des intensités plus élevées, tout en sachant que stimuler à des intensités plus élevées peut induire des effets secondaires tels que des démangeaisons ou des picotements. Donc, se posent des questions éthiques. Et puis, les futures études devraient surtout prédire les distributions de courants circulants dans le cerveau en fonction des caractéristiques des participants, donc en utilisant des modèles individualisés, en rentrant les facteurs comme l'âge ou le degré d'atrophie. Ensuite, même si nous pensons que M1 reste le choix optimal en tant que cible de la stimulation, puisque c'est la structure centrale où convergent les réseaux responsables de la planification et la programmation, mais c'est aussi la structure du départ des commandes motrices, eh bien, finalement, il est possible que d'autres cibles de stimulation, comme l'AMS ou le cervelet, notamment pour les tâches sollicitant l'ensemble du corps, puissent être des cibles intéressantes pour améliorer l'apprentissage séquentiel. Puis, d'autres facteurs, comme les croyances ou les préjugés vis-à-vis d'un protocole expérimental, pourraient influencer les résultats de la stimulation. Une étude très récente a montré que les gains en ligne les plus importants d'une tâche motrice étaient associés à des croyances plus élevées en la stimulation, et ce, peu importe le type de stimulation anodale ou placebo reçu. Pour conclure, ce travail de thèse portait sur l'évaluation de méthodes pouvant améliorer l'apprentissage moteur séquentiel de mouvements fins et globaux chez des personnes jeunes et âgées. Nous avons cherché, sur la base de marqueurs comportementaux, à évaluer l'efficacité de deux méthodes, utilisées indépendamment ou de manière combinée, l'imagerie motrice, une méthode de stimulation interne, et la stimulation transcrânienne à courant continu, une méthode de stimulation externe. Premièrement, nous avons généralisé le modèle d'apprentissage séquentiel explicite de mouvements fins à des mouvements globaux, chez des personnes jeunes et chez des personnes âgées. Chez ces dernières, nous avons montré qu'elles étaient toujours capables d'apprendre avec une acquisition qui était préservée, mais avec une consolidation qui était altérée. Les futures études devraient étudier l'impact du sommeil sur la consolidation et aussi étudier ces tâches sur une population plus âgée et ou pathologique. Ensuite, nous avons montré que l'efficacité de la PIM seule sur une courte session d'entraînement pour améliorer l'apprentissage n'était pas toujours bénéfique. Elle est bénéfique pour l'apprentissage de mouvements globaux, lorsqu'elle est réalisée en multisession et lorsqu'elle est combinée à la pratique physique. Les futures études devraient s'intéresser à d'autres types de combinaisons PIM plus PP, par exemple en changeant le ratio de pratique d'imagerie et pratique physique, mais aussi d'étudier les marqueurs neurophysiologiques de la pratique d'imagerie. Enfin, puisqu'aucun effet de la STCC n'a été trouvé, davantage d'études doivent être menées pour considérer cette méthode comme une option fiable pour améliorer les performances comportementales, notamment en comprenant les facteurs de variabilité intra- et interindividuelle. Je vous remercie de votre attention et je tiens à remercier l'ensemble du jury pour leur temps et leur investissement, ainsi que le laboratoire et les partenaires associés, puis les stagiaires qui m'ont fortement aidé sur les études et les participants dont certains sont présents dans la salle. Merci.